Bonsoir et merci à tous d'être ce soir avec nous pour cette conférence. Donc, je suis Morgane Samuel, je suis en charge du développement des antennes Kedge Alumni locales et internationales. Donc l'an passé, on a eu 3700 étudiants qui ont suivi nos webinaires en ligne, que ce soit les conférences Kedge Alumni Experts ou celles comme aujourd'hui, Kedge Alumni Around the World. C'est donc un constat qui est quand même très positif pour nous. Nous avons ainsi pu présenter 19 villes sur 3 continents. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de poursuivre ce cycle de conférences cette année. On avait commencé par Kuala Lumpur début novembre et aujourd'hui, donc, nous sommes sur la côte ouest des États-Unis. Donc ce soir, ce sont Bérangère Ferrier, animatrice de l'antenne de Los Angeles, Aurore Olivier et Stéphanie Laufenberger, si je ne me trompe pas, Kedges installés depuis de nombreuses années à Los Angeles, qui ont accepté d'animer cette conférence. Donc à ce jour, on a 55 antennes dans le monde, dont 10 en France. Nos perspectives de nouvelles conférences sont plutôt importantes et on espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous suivre. Je vais remercier aussi Camille de l'association Forum Event de m'accompagner pour modérer cette visioconférence. Donc on est vraiment content de cette collaboration précieuse et enrichissante avec les associations étudiantes de l'école. On vous invite également à nous suivre sur nos réseaux. Je vais vous partager le lien dans le chat d'ici peu. Donc voilà, pour moi c'est tout. Merci à tous. Je vais laisser Camille prendre la main sur le lancement de cette conférence et je vais vous partager le lien sur la conversation. Donc, merci Morgane pour cette introduction et pour ton soutien. Bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour cette conférence Vivre et travailler à Los Angeles. Donc, je vais commencer par une petite présentation. Donc, je suis Camille de l'association Forum Events, la tribune étudiante qui fait rayonner la culture, l'actualité et le débat depuis le campus bordelais de Kedge Bordeaux. Notre association organise des conférences gratuites en collaboration avec des intervenants prestigieux et nous publions de nombreux articles qui analysent et décryptent les sujets d'actualité et qui influent sur la société ainsi que sur la vie de l'école. Donc tous nos articles sont disponibles sur nos réseaux sociaux et sur notre nouveau site internet. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer cette conférence. Tout d'abord, notez quelques recommandations pour le bon déroulement de cette conférence. Je vais vous demander donc à tous de laisser vos caméras et micros éteints et de poser vos questions directement dans le chat. Donc, ne vous inquiétez pas, vos questions seront reprises pendant un temps questions-réponses en fin de conférence. Donc, sachez que cette conférence durera environ 1h30, mais avant de commencer, nous tenions à faire un petit focus sur le réseau des diplômés de Kedge. Donc, tout d'abord, il faut savoir que c'est grâce à Kedge Alumni que nous avons pu organiser cette conférence. Beaucoup d'entre nous pensons que le réseau des diplômés se résume à un service réservé en priorité aux diplômés, mais inatteignable en tant qu'étudiant. Et certains pensent aussi que ce service peut être payant. Eh bien, sachez tous que c'est faux, puisqu'en réalité, on rejoint ce réseau dès notre intégration à Kedge. Et au vu de l'investissement que sont les études au sein de cette école, il ne faut pas se priver de ce réseau. Donc, en tant qu'étudiant, le réseau intervient partout, aussi bien dans la construction de notre projet professionnel que dans la recherche d'opportunités. Pour faire court, faire partie de ce réseau, c'est pouvoir compter sur plus de 70 000 anciens élèves qui sont passés par les mêmes étapes que nous, à savoir la recherche d'un stage ou d'un premier emploi. Et aujourd'hui, ils travaillent dans des entreprises que nous visons. Et donc, ce sont les mieux placés pour nous conseiller. Il est donc vraiment important que nous apprenions à utiliser les outils que Kedge Alumni met à notre disposition. Il y a tout d'abord un annuaire en ligne afin de visualiser qui sont les diplômés de l'école et de potentiellement les contacter s'ils ont renseigné leurs adresses mail dans leur profil. On peut également trouver des groupes d'entraide sur les réseaux sociaux ou encore des conférences comme celle-ci pour en apprendre davantage sur les villes, les pays, les diplômés. Et les conférences précédentes sont d'ailleurs disponibles en replay, donc n'hésitez pas à y aller, ne serait-ce que par simple curiosité. Donc je ne vais pas m'étendre davantage sur tous les atouts du réseau que vous pouvez découvrir sur le site de Kedge Alumni. J'ajoute également, en tant que jeune diplômé, on peut prétendre à un service complet et gratuit pendant 3 ans. Donc, on vous laisse regarder toutes ces informations directement, comme je vous le disais, sur le site. Nous allons donc maintenant passer au thème de cette conférence, 17e de la série Kedge Alumni Around the World.
Aujourd'hui, la thématique est vivre et travailler à Los Angeles. Nous allons passer la session en plusieurs parties. Tout d'abord, il y aura une présentation des speakers, suivie d'une présentation de la vie dans cette grande ville qu'est Los Angeles, de l'emploi et des stages, puis nous finirons par un temps de questions-réponses. Je laisse donc la parole aux 3 diplômés qui ont accepté d'animer cette conférence et de vous présenter leur ville, leur pays et partager avec vous leur expérience professionnelle et humaine en Californie. Donc, rebonjour à toutes les 3. Pour débuter les présentations, donc je propose de donner la parole à Bérangère. Oui, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'horaire. Donc en 1 minute, je peux me présenter. Donc Bérangère Ferrier, je suis promo donc Kedge 2003 et donc je travaille depuis maintenant plus de 15 ans et donc là la plupart de ma carrière, j'ai démarré chez Airbus au service marketing, puis en agence conseil communication, Publicis, une agence qui s'appelle Saatchi & Saatchi. J'étais sur Lyon et puis je suis partie en 2013 à Los Angeles. Et là, j'ai créé ma propre agence de conseil en stratégie et communication, spécialisée plutôt stratégie marketing, donc toute la réflexion en amont et une spécialisation sur les marques pour créer des nouveaux concepts de marques ou repositionner des marques sur un marché, avec des clients 100% américains dans la tech, dans l'entertainment, dans le sport, et puis des clients aussi 100% français, des clients français qui viennent aux États-Unis s'installer et qu'on accompagne, et puis maintenant des clients aussi européens. Voilà. Donc ça, c'est ma société qui s'appelle Creavia, et j'interviens en école de temps en temps, Sup Aéro notamment, qui est une école d'ingé sur Toulouse, Aerospace, en marketing de l'innovation. Et là, je suis sur le point de lancer la V2 de ma société, qui s'appelle Revive, donc Revive Brands, avec 3 activités. Revive Brands, qui est la partie conseil en stratégie marketing. Revive Talent, qui est du coaching pro bono pour des femmes dans la tech. Donc, on accompagne gratuitement des femmes qui ont un projet early stage ou qui ont besoin de lever des fonds ou d'intégrer un incubateur. Et donc, ça, c'est du pro bono, comme pour certains avocats, hein, donc c'est gratuit. Et ensuite, il y a Revive Talent, Revive Music, pardon. Et Revive Music, en fait, c'est un accompagnement d'artistes niches qui va se passer sur 3 mois avec un programme de co-producing et également de coaching marketing digital pour des artistes donc très niches, pas signés par des labels. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue. Si ce n'est juste, donc je représente l'antenne Kedge sur Los Angeles. Et je suis toujours ravie de renseigner ceux qui s'intéressent à cette destination ou aux États-Unis pour les aider un peu, voilà, les guider. C'est pas facile de partir dans ce pays, mais c'est faisable. La preuve, on l'a fait toutes les 3, voilà. Ah, je sais pas si on a encore Morgane ou Camille. Donc, oui, on a encore Morgane. Donc, si jamais Aurore ou Stéphanie, vous avez envie d'enchaîner dans les présentations. Oui, avec plaisir, je peux enchaîner. De mon côté, je suis diplômée Kedge Marseille de 2015. J'ai fait donc le master avec une année de césure que j'ai fait principalement à l'étranger. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai fait un stage au Luxembourg et également en Irlande à Dublin. Et donc, après le master, j'ai commencé ma carrière dans une start-up au Luxembourg, donc à Luxembourgville, dans une start-up assez internationale, donc là où je les ai rejoints moi en RH. Donc j'ai commencé en tant que recruteuse, j'ai également travaillé dans tout ce qui est formation, learning and development, et donc j'étais dans cette entreprise pendant 3 ans. Et après, au bout de ces 3 ans, avec mon mari, on avait envie d'une autre expérience, de partir, d'essayer quelque chose de nouveau. Et sachant que lui est ingénieur logiciel, développement informatique, voilà, il s'est fait sponsoriser pour un visa et donc moi aussi. Donc on est partis ensemble. Moi, je suis arrivée aux États-Unis, j'ai fait une demande de permis de travail et grâce à ce permis de travail, j'ai trouvé un emploi dans une autre start-up, dans une petite start-up à Los Angeles où je les ai rejoints en tant que recruteuse et aussi office manager. Donc c'est vrai que là, j'ai eu un petit peu
un downgrade, disons, dans ma carrière, mais je me suis dit que voilà, c'est le prix à payer peut-être pour commencer, pour avoir mon premier emploi. Et 3 ans plus tard, je suis toujours dans cette entreprise qui a grandi, qui est maintenant en full télétravail. On a des salariés qui sont dans plusieurs États des États-Unis et je gère tout ce qui est RH, donc People Ops Manager, RH, recrutement et la continuité de grandir l'entreprise. Voilà. Bonjour à tous. Donc, Stéphanie Loffenburger pour les Américains, qui arrivent mieux à le prononcer de cette façon-là. Donc, les deux sont acceptables. Je suis de la promo 2001. Après avoir fait une année césure, travaillé à la Poste, au service achat, puis après une année en échange à l'université de Nottingham. Et je suis revenue après travailler à Paris, où j'ai réintégré la Poste. Donc moi, toute ma carrière est dans les achats, et plus particulièrement les achats de marketing. Donc j'ai changé d'entreprise, donc j'ai fait la Poste, après j'ai voulu aller dans le privé, et plutôt dans l'industriel, donc j'ai travaillé pour le groupe Bell, qui fait la vache Kiri, Babybel, bien français, n'est-ce pas, où j'étais en charge du service achat indirect et où j'ai commencé à faire beaucoup plus d'achat marketing. Je suis restée pas mal de temps et après, pareil, même chemin qu'Aurore, voulu partir travailler à l'étranger et les États-Unis. C'est compliqué, mais finalement, avec les histoires de visa, on arrive à naviguer. Donc, j'ai réussi effectivement à l'époque à partir avec mon ex-mari pour New York. Et c'est à partir de là où j'ai 2008, les subprimes, quand tout le monde se faisait malheureusement licencier. Moi, j'ai trouvé un travail, parce que dans les achats, ça recrutait toujours. Alors, j'ai fait aussi un retour en arrière, où j'ai dû, au lieu d'être responsable d'un service achat avec une équipe, je me suis retrouvée acheteur, junior presque. Mais au moins, j'étais employée avec tous les bénéfices américains qui vont bien. Donc ça, c'était un peu la limite que je m'étais fixée et que j'ai réussi à atteindre. Donc, j'ai pu effectivement avoir un permis de travail, trouver un premier boulot et après remonter la chaîne. Et j'ai travaillé dans les médias. Donc, j'aurais fait la poste, le food, l'entertainment, le média, cosmétique. Et maintenant, je travaille pour une biotech à Los Angeles. Donc, comment je suis passée de New York à Los Angeles? Parce que j'ai eu un enfant et qu'à un moment donné, New York, c'est bien. C'est même très, très bien. Je recommande à tout le monde. Mais à un moment donné, avec un enfant, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai contacté des recruteurs et j'ai trouvé un poste pour travailler pour le studio Warner Bros, Warner Media, pour travailler dans les achats de marketing exclusivement, ce que j'étais intéressée de faire. Donc, c'est comme ça qu'il y a 9 ans, à peu près, je suis arrivée à Los Angeles. Et puis, je suis restée pas mal de temps chez les studios Warner et j'ai fini il y a 2 ans par changer d'industrie à nouveau et donc me retrouver dans la biotech en tant que catégorie, sourcing catégorie, mais au niveau global, donc au niveau mondial. Je suis en charge des achats de marketing et sales pour cette boîte au niveau monde. Donc, c'est beaucoup de décalage horaire à gérer. Mais donc c'est faisable, effectivement. Maintenant, donc ça fait 13 ans que je suis aux États-Unis et maintenant avec la nationalité américaine en poche. Donc ça va simplifier aussi un peu ma vie. Voilà. Donc super, merci à toutes les trois. Maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux, on aimerait en savoir un petit peu plus donc, sur la qualité de vie et les loisirs à Los Angeles. Donc Aurore, si vous voulez bien commencer. Oui, avec plaisir. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai peur de partir un peu dans tous les sens. Alors, moi, ça fait 3 ans que je suis allée et que je suis vraiment plus dans le centre. Donc voilà, un point qui est à savoir sur Los Angeles, c'est que c'est une ville très, très étendue. Je crois que j'ai regardé, c'est environ 12 fois la taille de Paris, pour vous donner un peu une idée à quel point c'est vaste. Donc, je dirais qu'en arrivant à Los Angeles, on aime bien être dans le centre, ce qui va être downtown, ce qui va être autour de Culver City ou Hollywood, ou peut-être Santa Monica. J'ai beaucoup d'amis français qui sont présents sur Santa Monica. Donc là, on est vraiment sur le bord de l'océan. Donc, c'est une vie très, très agréable. Le climat est
très méditerranéen, donc il fait beau, il fait chaud. D'un point de vue des activités, bien sûr, ça varie de personne en personne. Je trouve ce qui est agréable ici, c'est que vous pouvez faire du surf après le travail ou même avant le travail. Vous pouvez aller faire des randonnées parce qu'on a des montagnes absolument incroyables juste derrière Los Angeles. À 2 heures de LA, vous pouvez avoir des parcs nationaux qui sont magnifiques comme Joshua Tree Park. Vous pouvez aller aussi à Palm Springs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de destinations aux alentours de LA, aussi San Diego, qui est au sud, presque à la frontière mexicaine. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sans vraiment partir très loin. Un point qui est peut-être à noter, qui moi m'a beaucoup surprise parce que j'étais énormément habituée à prendre les transports en commun. Les transports publics ici sont très limités. Il y a des métros, mais ils sont assez enfin, il y en a peut-être 4 lignes qui desservent pas beaucoup d'endroits, qui sont aussi assez pas très rassurantes à prendre. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une voiture. Moi, j'ai tenu sans voiture pendant un bon moment, mais j'ai une voiture depuis peu et j'adore ça. Ça permet vraiment de profiter et d'aller à des endroits qui seraient compliqués sinon. L'autre point peut-être à partager, c'est que le coût de la vie est quand même assez élevé. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu d'un point de vue des villes les plus chères aux États-Unis. Donc, loin devant, on a New York, on a San Francisco. Peut-être, Stéphanie, tu pourrais comparer un peu New York et LA. Moi, je connais que LA et je trouve que c'est quand même déjà assez cher. Les studios, on peut peut-être avoir un studio en dessous de $2000, mais c'est peut-être compliqué. Les appartements avec une chambre, ça va entre 2000, 3000 jusqu'à $3000, voire même plus. Après, sinon, pour avoir quelque chose de moins cher, je pense que la colocation est un point qui peut vraiment aider. Ou partir un peu plus loin dans ce qu'on appelle Orange County ou un peu en dehors de LA. Moi, c'est ce que je veux faire très bientôt pour avoir un espace plus grand. En étant en télétravail, c'est vrai que ça ouvre des opportunités. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de downtown, beaucoup de gens qui sont partis des points comme Culver City ou Santa Monica qui sont très prisés, mais qui coûtent cher en termes de logement. Après, si vous avez l'opportunité de venir et que vous avez un stage où il faut être en présentiel, vraiment regardez les temps de trajet parce que le trafic est extrêmement fort, extrêmement présent. Donc, on peut passer, je pense qu'il y a des gens qui passent potentiellement 2 heures sur la route tous les jours pour aller travailler. Donc, voilà, c'est un choix à faire. Quoi d'autre? C'est un peu les points que je voulais vous partager. Peut-être le dernier point sur les infrastructures culturelles. C'est vrai qu'on a beaucoup de musées, mais alors peut-être que Bérangère, Stéphanie, vous allez me détromper sur ça, mais je trouve que c'est pas forcément le point pour lequel on vient à LA. Les choses fun, c'est quand même les studios de cinéma. C'est vrai que ça, on peut aller visiter Universal Studios avec les vrais sets où sont tournés certains films. Vous avez Warner Bros qui est très très sympa à visiter. Vous avez Disneyland aussi qui est chouette. Quelques musées, mais disons que je trouve que la ville ici, le plus chouette, c'est d'être en extérieur. Donc, faire des randos, faire du surf, aller boire des coups en extérieur. Je trouve que durant Covid, ça a été assez sympa de pouvoir être en extérieur et d'être un peu moins stressé parce que la météo permet de profiter. Voilà, je ne sais pas si j'ai pris trop de temps ou si ça apporte quelques questions, mais c'est un petit peu ce que je voulais vous partager sur la vie à LA. Honnêtement, c'est très, très agréable. Et après avoir passé 3 ans au Luxembourg avec une météo assez similaire à Paris, retrouver LA qui est un peu plus comme à Marseille, moi, c'est un grand bonheur et je ne me vois pas partir de la Californie ni de LA anytime soon. C'est ce qui nous fait tenir, hein, d'être loin de la France et de la famille et des amis. C'est le cadre de vie. On ne se pose jamais la question, est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que je prends mon parapluie? Et ça, c'est plutôt crap. Il pleut aujourd'hui. Mince alors. Ouais, non, c'est hyper agréable. Au niveau des musées, moi j'adore et c'est ce que j'aime aussi à LA. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits musées, il y a beaucoup de grandes institutions, il y a beaucoup de milliardaires.
à Los Angeles. Et donc, tous ces milliardaires ont fait un peu leur musée, donc, où les descendants ont fait les musées. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses. Et c'est quand même super agréable. Donc, généralement, ce qu'il y a à New York, on le retrouve à LA quand même. Maintenant, en plus petit, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de gros musées, il y a beaucoup de petits musées. Il faut chercher, quoi. Mais après, c'est bien l'hiver. Voilà, c'est ce qu'on fait un peu l'hiver. Et puis l'été, après, on est surtout dehors. C'est sûr. Là, pour vous donner une idée, on est le 25 janvier et il fait déjà 20-22 degrés en journée, quoi. C'est très, très agréable. Ouais. Moi, mon fils est toujours en short et en t-shirt, peu importe le jour de l'année, c'est toujours pareil. Peu importe l'heure de la journée, ça sera toujours sa tenue. Je rajouterais, moi j'habite dans le Nord parce que étant maman, c'est là quand même où il y a pas mal de... C'est plutôt familial, donc il y a des bonnes écoles, des bons quartiers, des maisons et tout. Donc c'est là où je suis, vers Granada Hills. Et mon appartement, par exemple, alors aux États-Unis, on parle de chambres, toujours. Donc 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres. Et donc, j'ai 2 chambres pour $2500. Donc, c'est pas. C'est à peu près, je sais pas, il fait 1800 square feet, je sais pas trop ce que ça fait en mètres carrés, mais c'est dans un quartier plutôt bien. J'aurais préféré rester là où j'avais ma maison, en haut de la butte, mais c'est beaucoup. Los Angeles aussi, généralement, quand on est sur le haut de la colline, ça vaut plus cher que quand on est en bas de la colline. Mais ce qui se fait beaucoup aussi, notamment là où moi je me trouve, où je recommande pas forcément pour des gens qui n'ont pas de famille, etc. Mais enfin, au niveau des loyers, ça peut être un peu moins cher. Après, tout dépend où on travaille, parce qu'après, il faut rajouter l'essence, le temps de trajet, etc. Mais ce qui se fait de plus en plus, c'est Los Angeles a ouvert les constructions de maisons, enfin d'appartements adjacents aux maisons. Donc, ce qui se fait de plus en plus, c'est avoir un petit appartement, pas chez des gens, mais qui a collé aux maisons des gens. Donc, ça donne des revenus supplémentaires aux gens qui ont créé ces logements. Et ça permet à plus de gens de se loger. Donc, ça se fait de plus en plus. Donc, je recommande aussi de regarder ce genre d'opportunités. C'est généralement petit, mais c'est généralement neuf. Et c'est généralement dans des quartiers plutôt safe, quoi. Donc, c'est aussi une option. C'est pour ceux qui ne sont pas trop colocation. Ça se fait aussi. Donc, pour rebondir juste un petit peu, je me permets, dans le chat, on a une question par rapport à ça. Donc, une question d'Olivia, les salaires sont-ils à la hauteur du niveau de vie? Donc, vous parliez de quartiers différents, donc est-ce que pour vous, c'est le cas ou pas du tout? Disons que quand je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs boulots pour réussir à payer le loyer ou faire les fins de mois. C'est vrai qu'en étant avec des jobs qualifiés, ça nous permet d'avoir des salaires qui suivent. Disons qu'au début, voilà, moi c'est un peu ce que j'ai vécu, c'est au début j'ai commencé avec un salaire moindre que ce que j'aurais peut-être pu avoir et augmenter par la suite. Donc ça peut varier suivant l'opportunité qu'on a, mais généralement dans la tech, dans les grosses entreprises, j'imagine que voilà, les salaires suivent pour avoir une bonne qualité de vie. Je pense qu'il y a, si je peux répondre, il y a 2 options aussi. Soit on y vient en tant que stagiaire, soit on y vient pour un job aux États-Unis. Donc, si on y vient pour un stage, on en parlera peut-être après au niveau des notions de visa et tout. Bon, donc venir pour un stage, c'est notamment le visa le plus courant d'un stagiaire, c'est le J1. Le J1, ça veut dire qu'on doit vous payer au salaire minima de l'État dans lequel vous vous trouvez. En Californie, je ne sais plus, je crois que c'est $15 de l'heure, quelque chose comme ça. Avec ça, vous n'en sortirez pas. En revanche, si vous faites un stage de 6 mois payé ras des pâquerettes, mais que vous avez quand même ce visa qui vous permet de rester 6 mois ou plus, ou si vous avez un VIE qui est un autre statut de stage, bon, vous serez peut-être un peu mieux payé, mais il faut vous dire que si vous venez comme stagiaire aux États-Unis, dans tous les cas, il faut avoir un peu de sous de côté pour pouvoir s'en sortir. L'autre option, c'est de venir en tant que salarié. Ça sous-entend qu'on ait vraiment fait plein de démarches de visa plus compliquées pour vous avoir comme salarié. Donc, en général, on vous paye aussi en conséquence. Moi, je m'étais renseignée avant de partir en 2013. J'avais noté que si on voulait s'en sortir et être à l'aise pour pouvoir avoir des activités, il fallait gagner environ, minimum $60 000.
Si pour nous, Français, quand on part de France et qu'on est payé au bout de 10-15 ans, bon, 40-50 000 euros par an, on se dit, bon, 60 000 $, ça fait plus. En fait, non. Très vite, on se rend compte qu'il y a plus de frais. Les loyers sont plus chers. Vous payez votre assurance, mais c'est l'assurance santé, mais il y a aussi l'assurance des yeux, l'assurance des dents, l'assurance de la voiture est plus chère, etc. Donc, du coup, vous avez quand même plus de dépenses, vous avez l'impression d'être payé plus, mais finalement, voilà. Donc, il y a, je ne sais pas si je réponds du coup à la question, mais en gros, il faut de toute façon, en venant, avoir un peu d'économie sur le côté, parce qu'il y a aussi un autre sujet qu'on ne sait pas avant de venir aux États-Unis, c'est l'histoire du credit score. Donc, en gros, c'est pour savoir si vous êtes bon payeur ou mauvais payeur. C'est un score qu'on attribue à chaque individu. Et quand vous arrivez, jeune Français, vous avez un score, on va dire, qui est entre guillemets nul, parce qu'on ne sait pas si vous êtes bon payeur ou mauvais payeur. Donc, ça veut dire que vous allez devoir payer tout cash. Vous achetez une voiture, cash. Vous allez devoir payer 2 mois de préavis de caution, par exemple, pour le loyer, au lieu d'un, parce qu'on ne sait pas si vous êtes bon payeur ou mauvais payeur. Et tant que vous ne construisez pas au fil du temps un meilleur credit score, vous ne pourrez jamais faire de prêt aux banques. Donc, il faut avoir une mise de fonds avec soi pour, au début, ne pas être trop pris de court. Moi, je suis partie aux États-Unis donc en 2013. Au début, on n'avait qu'un salaire sur 2. Parce que donc, moi, enfin bref. Et donc, sur un salaire sur 2, qui était de 75 000, on va dire, un loyer de 2 500 par mois, c'est bien, mais c'est limite. Et effectivement, on perd un peu en niveau de vie. Après, ça monte plus vite. Mais voilà, donc, et le credit score, moi, finalement, je ne l'ai jamais construit, je ne m'en suis jamais préoccupée, mais dans l'absolu, c'est bien de le faire. Donc, c'est à prendre en compte. Ouais, credit score, c'est nerf de la guerre. Je dirais que, ouais, moi, je ne me verrais pas retourner en France, par exemple. Je pense que je serais perdante. Même si je suis mère célibataire, voilà, je pense que j'ai atteint un niveau de vie maintenant que l'équivalent en France, jamais j'aurai ce salaire-là, même si je dois faire ma retraite, même si je dois payer plus mes services santé, etc. Tant qu'on est jeune, on est en bonne santé, les États-Unis, c'est bien. Après, c'est toujours pareil, dès qu'on commence à être plus vieux, bon, vous, c'est pas votre problème, donc je dirais, il faut en profiter. Mais avoir de l'argent de côté, c'est pas mal. Les salaires, ils montent plutôt correctement, ils descendent aussi vite s'il y a des problèmes. C'est les États-Unis, il faut jouer avec le jeu, quoi. C'est comme ça. Maintenant, on est beaucoup à accepter de commencer plus bas que ce qu'on était en France, et puis il faut plusieurs années pour effectivement revenir à un niveau plus qu'acceptable. Moi, je sais pas, je pense qu'il m'a fallu, ça a été assez vite. Alors, je suis arrivée en 2008 pendant les subprimes, c'était quand même galère. Je pense qu'au bout de 3-4 ans, j'étais revenue à un niveau tout à fait correct, quoi. Et j'étais encore à New York où c'était vraiment très très cher de vivre là-bas. Donc c'est sûr, après une fois avec un enfant, etc., c'est plus aussi la question de vie, il faut plus d'espace et tout. Et les loyers, pour le coup à New York, augmentaient de 15% par an. Donc mon salaire, là, pour le coup, il ne suivait pas. Donc après, c'était une décision de partir. Et effectivement, bon, Los Angeles, parce que j'ai un travail, mais Los Angeles, c'est pas ce genre d'augmentation de loyer, par exemple. On va pas être à des 15-20%, ça c'est sûr. C'est plus raisonnable quand même. Yes. Il y a 10 000 questions là. Oula. Oui. À moins qu'une de vous ait quelque chose à rajouter, donc on va passer maintenant à un autre thème. Donc un autre thème tout aussi important, donc qui concerne l'emploi, les stages et l'économie. Donc c'est pour ça qu'on a gardé pas mal de questions dans le chat. Donc Stéphanie ou Bérangère, si l'une de vous souhaite se lancer sur ces thèmes-là. Mais Aurore, elle est toujours connectée, non ou pas? Oui. Oui. Moi, j'ai vu un, je vais répondre rapidement. J'ai vu un, est-ce que les achats, c'est pareil en France ou aux États-Unis? Je dirais oui. La France, on avait tendance à être un peu en avance. Maintenant, je dirais qu'on a tendance à être un peu en retard. Mais oui, c'est très similaire en fait. J'ai eu de la chance d'apporter en fait alors que je voulais changer au moment des subprimes et les gens qui se faisaient licencier, etc. Je pensais que j'aurais aucune chance. Et en fait, j'amenais des connaissances de France que les Américains cherchaient. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un travail. Et après, c'est ce qui m'a permis de rester aussi bien. Donc, ouais, très similaire. Et ils apprécient beaucoup ce que les Français font dans le domaine. Il y a des opportunités. Hein.
Moi, je peux répondre. Je vois pas mal de questions qui concernent le sujet sur les visas et les stages. Donc, comme je le disais, il y a quand même 2 visas plus faciles à avoir quand on est stagiaire. C'est le J1 et le VIE. Le VIE, c'est le volontariat international en entreprise. Les offres de VIE sont sur un site qui s'appelle CiviWeb. Et donc, ce sont des entreprises qui sont prêtes à prendre donc effectivement des stagiaires. Alors, je crois que c'est jusqu'à 18 mois max, il me semble, le VIE. Vous avez quand même pas mal de vacances, vous êtes bien payé. Je me demande même s'il n'y a pas une aide pour le loyer. Enfin, c'est le meilleur statut à avoir. Moi, je regrette de ne pas avoir fait de VIE à l'époque, quand j'en avais eu l'occasion. Il y a une limite d'âge, mais c'est très avantageux. Et je connais des sociétés françaises qui tournent avec pas mal de VIE. Et l'intérêt, c'est qu'ils ont quasiment comme un vrai job, et puis avec un statut qui est intéressant pour l'employeur. Voilà, donc c'est pas mal. Le visa J1 est plus facile à obtenir. Donc, c'est un espèce de stage, de statut de stagiaire. C'est plus facile à obtenir auprès d'une entreprise française aux États-Unis parce qu'ils sont plus sensibilisés à prendre des Français. Parce qu'une société, une compagnie américaine, entre stagiaires équivalents de niveau français ou anglais ou américain, ils vont prendre l'américain, ils vont pas s'embêter à faire des démarches de visa en fait. Donc en théorie, moi j'ai remarqué que ça avait l'air plus simple de postuler dans des sociétés françaises basées aux États-Unis pour ces visas J1. Et donc là, il faut repérer les entreprises françaises basées aux US. Donc, il y a des sites qui sont très bien faits, qui sont les chambres de commerce franco-américaines. C'est FACC, French American Chamber of Commerce. Et il y en a dans pas mal de villes aux États-Unis. Malheureusement, celle de Los Angeles est pas fermée, on va dire. Il y a un gros souci avec celle de Los Angeles, mais il y a San Diego, San Francisco, New York, enfin côte est, côte ouest, il y a plein de FACC. Et en fait, les entreprises françaises sont membres de ces FACC, donc sont répertoriées dans ces FACC. Donc là, vous pouvez trouver tout simplement des sociétés auprès desquelles vous pouvez postuler. Juste à veiller d'avoir un résumé, qui n'est donc pas un CV, mais qu'un résumé à l'américaine, pas de photos, on décrit toutes les expériences, il faut regarder des modèles sur Internet. Et s'être renseigné sur ce statut de visa J1 qui permet à l'employeur de défiscaliser, etc. Et vous, en fait, vous vous mettez en lien avec un organisme parenthèse ou je ne sais plus lequel qui vous fera toutes les démarches de visa. Ensuite, soit c'est à vos frais, 3 000 à 4 000 euros pour faire le visa, soit c'est l'entreprise qui le prend en charge. Mais ça demande quand même de se renseigner sur donc, ce visa J1, les conditions, faire son résumé à l'américaine et commencer à networker sur LinkedIn pour trouver ces sociétés inscrites au FACC dans lesquelles vous avez peut-être un peu plus de chances de pouvoir postuler et d'être pris. Voilà. Moi, j'ai travaillé surtout dans des entreprises américaines. C'était mon choix. Enfin, j'ai eu de la chance aussi, je pense, mais c'était mon choix quand je suis arrivée de pas. Voilà, travailler pour les Américains. J'ai dit, si je change, c'est pas pour aller travailler pour les entreprises françaises. Et je pense qu'il y a toujours une part de chance. J'ai eu de la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a laissé ma chance, c'est le cas de le dire. Donc, mais effectivement, j'ai jamais vu des entreprises, dans toutes les entreprises américaines que j'ai faites, je les ai jamais vues se poser des questions du genre je vais prendre un stagiaire étranger et qu'est-ce que ça veut dire de prendre un stagiaire étranger et c'est quoi les papiers qu'il me faut et tout ça. Ils croulent sous les stagiaires américains, faut être honnête. Donc il faut, quand on veut venir aux États-Unis, que ce soit en stage ou pour un travail, ça se pense longtemps à l'avance. Ça se fait pas par un coup de baguette magique. Il faut s'y connaître à fond sur les visas. Il faut réfléchir à quel chemin parcourir. C'est même choisir l'entreprise française pour laquelle on va travailler en France, qui potentiellement a des bureaux aux États-Unis et pourrait donc vous envoyer. C'est vraiment à bosser son anglais pour être prêt le jour J. Tout ça, ça se fait à l'avance. C'est pas, il n'y a pas de magie pour arriver aux États-Unis. Heureusement, il y a du travail. Et c'est un peu la culture américaine. Je pense qu'il faut être transparent, il faut être honnête. Ça se fait en ayant réfléchi longtemps à l'avance. Moi, j'y pensais quand j'étais à l'école de commerce et donc je me suis dit, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille étudier 1 an dans un pays anglophone pour améliorer mon anglais.
Après, je suis revenue à Paris, j'ai fait des cours d'anglais le soir après mon boulot. Enfin, mon boulot n'était pas super simple, mais je l'ai fait. Après, c'était trouver une entreprise potentiellement qui avait du bureau aux États-Unis pour pouvoir être transféré, tout ça. Tout ça, ça se pense bien à l'avance. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont présents ici, qui ont fait ce chemin-là. Du coup, Stéphanie, je pense que c'est le visa L1 qui donc travailler. Faut travailler au minimum, je crois, 1 an pour la France. Et donc, s'ils ont des bureaux aux États-Unis, vous pouvez être envoyé en visa L1. Et ça, c'est un visa qui est vraiment super aussi à avoir parce que vous pouvez rester, je crois, 3 ans et c'est renouvelable encore 3 ans après. Donc, ça vous laisse le temps aussi de commencer une application pour une carte verte, sachant que la carte verte, ça prend bien un minimum 3 ans pour l'avoir. Donc, c'est bien d'avoir un peu de marge avec son visa. Donc, ouais, c'est vrai que le visa L1, c'est une très, très bonne opportunité. Et donc, ça, il faut travailler avant de pouvoir se dire, on ne sort pas de l'école en disant, ah, je vais travailler tout de suite aux États-Unis. Non, ça ne marche pas. Il faut une expérience auparavant. Moi, je suis arrivée en J1 et J2, donc avec mon mari. Et pareil, on avait 3 ans d'expérience derrière nous pour que nos entreprises aient envie de nous embaucher et avoir la motivation de nous faire le sponsor du visa. Et ouais, moi, j'ai eu un cas différent. Si je peux raconter aussi mon histoire qui peut peut-être inspirer. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec Stéphanie aussi. Ça se prépare. Moi, ça a pris 6 mois. Donc, j'étais en poste encore en CDI et j'avais une dizaine d'années d'expérience en agence conseil. Et l'envie, c'était de bouger un peu dans le monde, que ce soit Japon, New York, côte est, côte ouest, peu importe. Et donc, j'ai recherché auprès des FACC, des sociétés justement, donc membres des FACC, donc potentiellement françaises et intéressées par des Français à venir là-bas. Et j'ai décroché un visa J1. Donc, moi, j'avais 10 ans d'expérience. Donc, c'était pas le J1 interne, parce que c'était pas en tant que vrai stagiaire, c'est le visa trainee, parce qu'on prouve qu'on a travaillé un certain nombre d'années dans cette discipline et du coup, c'est une espèce de pseudo-faux stage de perfectionnement et grâce à ça, on a le droit d'y aller. Ça a pris à peu près 6 mois le temps d'avoir une lettre d'engagement de la part de cette start-up située en Silicon Valley, donc San Francisco, pour me proposer un vrai job avec ce visa, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, mon ex-mari, lui, il avait décroché 3 jobs. Parce qu'il était dans l'informatique, il est toujours, donc il avait décroché 2 jobs au Québec et un job à Los Angeles, avec des visas différents. Les 2 jobs au Québec, d'ailleurs, petit aparté, bien plus facile d'obtenir un job au Québec. En plus, on n'était pas obligé de se marier parce qu'on prouvait qu'on habitait ensemble, on partait tous les 2 sur le même visa. Enfin bon. Mais donc, on s'est décidé pour Los Angeles. Donc, on est parti avec un visa qui est encore différent, qui est un visa investisseur. C'est-à-dire qu'il s'est fait embaucher par une société française qui investit aux États-Unis. Et donc, dans le cadre de ces investissements, on appelle ça le visa E2, ils ont le droit on va dire, de transplanter, enfin, d'apporter des travailleurs français aux États-Unis parce qu'ils sont investisseurs. Alors, les investissements, évidemment, c'est pas moins de 150 000 quand on veut être soi-même investisseur pour sa propre société, hein, parce qu'on peut aussi faire ça. Hein. Je crée ma boîte, j'investis dans ma boîte, je fais mon propre visa E2 et je vais aux États-Unis. Alors là, il y a quand même des contraintes. Il faut créer un job en local pour un Américain, il faut respecter un business plan, s'y tenir, etc. Mais lui, il était juste salarié d'une grosse société qui investissait aux États-Unis, donc on est parti ensemble avec ce visa-là. Et donc, pendant 5 ans, moi, j'ai eu le droit de travailler, j'ai créé ma boîte, etc. Et aujourd'hui, contrairement à la différence de Stéphanie et d'Aurore, moi, je me suis repositionnée sur les 2 pays à la fois. Donc, j'ai maintenant changé de visa, j'ai un visa business, B1, B2, qui me permet d'être 6 mois aux États-Unis, 6 mois en France. Et d'avoir ma société basée en France. Avant, elle était aux US, maintenant, elle est basée en France. Donc, je prouve, entre guillemets, qu'une partie de ma vie est en France, avec un loyer, etc. Et j'ai le droit, du coup, d'aller le reste de l'année aux États-Unis, d'y vivre aussi, de faire ce que je veux, mais pas 12 mois de l'année. Parce que moi, ça me suffit parce que je fais 50-50. Donc, en fait, tout ça pour dire, il faut bien préparer les choses en amont pour être sûr déjà des chances que l'on a et du type de visa que l'on peut convoiter. Il y a des sites très intéressants pour ça. Nous, par exemple, on a créé un non-profit, donc une association
américaine, mais pour aider les francophones à s'installer aux États-Unis. Ça s'appelle frenchcluster.com. Et sur frenchcluster.com, il y a une partie blog et régulièrement, on l'alimente avec des articles sur les visas, sur différentes industries. Donc, ça peut vous aider à avoir des infos. Il y a aussi un site French Morning et French District. Ça, c'est plus des médias. Mais du coup, il y a des articles dessus et vous pouvez trouver ces informations aussi là-dessus. Voilà. Donc, pour rebondir, on a aussi eu plusieurs questions concernant les recrutements, les stages. Donc, une question sur le recrutement. Vaut-il mieux postuler à une offre depuis la France ou rechercher un emploi une fois installé là-bas? Alors là, si je puisse réagir tout de suite, surtout, attention, interdit, ne passez pas la frontière avec un CV dans vos bagages. Parce que là, c'est un coup à se faire interdire de séjour de territoire pendant 5 ans minimum. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller aux États-Unis si on n'a pas de visa. Il ne faut surtout pas essayer de truander en disant « Oh, j'y vais en tourisme, etc. » En gros, il vaut mieux chercher à l'avance et y aller pour faire des rendez-vous plutôt informatifs, tranquilles, en tant que, moi, ce que j'ai fait en tant que touriste, ça c'est cool, avec un ESTA, qui est un waiver de visa. Donc, en gros, c'est un visa, il y a un accord entre les États-Unis et la France pour ne pas s'embêter avec des visas touristes. C'est ESTA, ça coûte 15 balles ou 14 balles. Et ça dure jusqu'à 3 mois. Donc, vous pouvez venir pendant 3 mois et vous pouvez rencontrer des personnes, ça c'est OK. Mais venir avec un CV, passer les entretiens d'embauche, c'est très, très fortement déconseillé par toutes les personnes que vous croiserez parce qu'on va vous soupçonner de vouloir immigrer illégalement. Et là, c'est le début des ennuis. Donc, surtout, bien faire ses recherches en amont. Et moi, ce que j'ai fait en 2012, on y est allé 15 jours. On a fait 4 jours LA, 4 jours San Francisco, une semaine New York. Et j'ai rencontré des Français qui étaient expatriés aux États-Unis juste pour discuter. Comment ça s'est passé, le credit score, le truc, enfin, toutes les qui parlent un peu de leur vie au quotidien, comment ils y sont arrivés, quel visa ils ont eu. Là, on peut glaner plein d'informations et se faire un réseau. Mais ce n'était pas une vraie recherche d'emploi. Je n'étais pas avec mon CV en train d'essayer de trouver un job. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment dangereux pour vous. Moi, j'ai vu des gens y rester plusieurs mois et ça n'a jamais abouti. Et leur CV était très bien et tout, mais les Américains ne vont jamais prendre le risque ce genre de situation, c'est sûr. Donc, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, on peut peut-être passer aux questions concernant les stages. Donc, première question, y a-t-il possibilité d'effectuer son stage en étant dans une famille d'accueil? Puisque tout à l'heure, on parlait de loyer qui était assez important. Donc, est-ce que c'est possible? Alors, si c'est jeune fille au pair ou jeune homme au pair? Ça n'a pas été précisé. C'est une option. Enfin, moi, j'ai une collègue qui prend des jeunes filles au pair, par exemple. Mais bon, c'est pour s'occuper des gamins. Elle en avait 3. J'ai déjà du mal à m'occuper du mien. Donc, ouais, c'est notre option pour améliorer l'anglais, je dirais. Mais on ne travaille pas avec ça, non. Mais oui, ça existe à Los Angeles. Il y en a qui définitivement font ça et on est logé. Mais il faut s'occuper des enfants. Les enfants américains sont très occupés. Ils ont l'école et après, ils ont toutes les activités extrascolaires. Donc, on est sans arrêt dans la voiture en train de les emmener au foot, à la danse, au baseball. Donc, ça occupe. Mais oui, j'ai vu. Ça existe, c'est sûr. Je pense que la colocation, c'est peut-être le moyen de payer le loyer le moins cher et d'être avec des gens, soit d'être avec des Français ou au contraire avec des Américains ou non-Américains, parce que c'est vrai qu'à LA, j'ai pas trop précisé ça, mais il y a énormément de diversité. Je trouve que c'est vraiment un point positif aussi. Donc, vous pouvez être en coloc avec des gens un peu de partout dans le monde et travailler votre anglais et échanger aussi sur différentes expériences. Mais coloc ou pas, dans tous les cas, il faut être là avec un visa. Donc, il y a quand même pas mal de jeunes gens au pair. C'est vrai qu'on peut pas bosser, mais au moins on est dans une famille et on est en immersion totale. Oui. Ça peut être une façon de se faire un réseau au début et puis ensuite de revenir éventuellement avec un visa, un autre visa.
Donc, si vous n'avez plus rien à rajouter, on a une autre question. Donc, les stages aux États-Unis sont payés comme en France pour subvenir aux frais de loyer et autres. C'est une question. Je pense que c'est ce que Bérangère disait, c'est-à-dire que généralement les stages, c'est payé le minimum, le salaire minimum. Ouais. Et le minimum du salaire, je me demande si c'est pas 24 000 à l'année, ce qui fait que c'est pas assez, et qu'en général, ceux qui gagnent ça, ils ont 2 ou 3 jobs à la fois. Hein. Faut quand même se dire, aux États-Unis, moi, j'ai jamais autant bossé de ma vie qu'en étant aux États-Unis. Enfin, je le fais avec plaisir, mais je veux dire, il y a qu'une culture quand même je trouve, qui est très business. On bosse beaucoup. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Stéphanie et Aurore, mais c'est voilà quoi. Le boulot, c'est quand même énorme. Et les vacances, c'est très. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours un peu de mal, c'est que mes collègues sont pas du tout branchés vacances, quoi. Donc, les 25 jours de congé français, ça faut oublier. Moi, dans ma petite entreprise, c'est 15 jours par an, et encore, les gens les prennent quasiment pas. Donc, du coup, au niveau, par exemple, pour amener une précision, donc, je ne peux pas faire le calcul là, de 15 $ de l'heure, ce que ça représente, mais il faut se dire que si on vient pour 6 mois, 1 an, il faut au moins une voiture. Los Angeles, sans voiture, c'est compliqué. Acheter une voiture pas chère, d'occasion, 4 000 – 5 000 ou 10 000 si on veut moins tomber en panne, minimum. Donc déjà, il faudra la payer cash. Ensuite, le loyer, ça sera, comme ce que disait Stéphanie, 2 500 si on est un peu loin dans la vallée. Moi, j'étais à 2 500 pour un one bedroom, donc T2, à Hollywood, West Hollywood. Donc voilà, plus on veut être proche de Santa Monica, Venice, du cœur un peu de la ville. Et bon, donc 2 500 loyers, ou alors en colocation, ce que moi je fais aujourd'hui, puisque je me partage sur les 2 pays. En colocation, c'est 1 500. Il faut compter à peu près, mais le coût de la vie est plus cher aussi, les courses, les restos, puis en plus il y a eu énormément d'inflation récemment, donc tout est devenu très cher. Donc il faut juste essayer de calculer tout ça ou de discuter plus précisément et à prendre le temps avec des personnes qui ont déjà fait des stages ou autres, pour bien calculer la mise de fonds qu'il faut avoir soi-même avant de partir, pour ne pas se retrouver trop le bec dans l'eau une fois sur place, quoi, et arriver à s'en sortir. Moi, je dirais on veut pas, enfin, je veux pas démoraliser non plus, parce qu'on l'a fait, on y est, et donc c'est faisable, ouais. Et on y reste, donc on aime. Donc c'est juste qu'il faut être réaliste. Et je me souviens très bien, c'était en 2003, je crois, on n'était pas encore mariés, mais mon copain de l'époque donc était allé 6 mois à Los Angeles. En échange, à l'époque où les cabinets de Deloitte, PricewaterhouseCoopers, tout cela recrutait, il y avait tellement de demandes aux États-Unis qu'ils prenaient des gens dans différents pays européens et les emmenaient 6 mois aux États-Unis pour faire des missions. Enfin, je ne sais pas quel visa encore ils avaient trouvé là-dessus, mais enfin bon. Et donc, il avait fait ça. Et à la fin, forcément, il cherchait à embaucher, mais l'embauche, c'était 50 000 $, justement. Et donc, on avait fait nos calculs, on avait dit, non, c'est un peu léger, là, pour le coup, 50 000 $, on va attendre. Et donc, on a refusé à l'époque, ce qui était quand même compliqué. Bon, on n'était pas mariés encore, donc, mais finalement, c'était de se dire, bon, non, c'est un peu trop léger, on va prendre le risque d'attendre. Et peut-être on laisse passer une opportunité qui ne se représentera pas, mais on pense qu'on pourrait peut-être avoir plus dans quelques temps. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs années après, donc 2008, où là, on est parti et on lui avait proposé 100 000. Donc, voilà. Et puis depuis, on est à autre chose, où moi aussi, j'ai eu ma vie, etc. Donc, il faut tout calculer, quoi. Il faut tout envisager. Je pense qu'il va y avoir une espèce de plan dans sa tête aussi de qu'est-ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on veut vraiment y aller, on investit, on prend des risques, machin, ou est-ce qu'on est risque adverse et donc on commence à réfléchir à qu'est-ce que peut être le plan. Mais tout est faisable. C'est juste, encore une fois, les États-Unis, c'est si tu joues la règle, tu es accueilli, tu vas réussir, il n'y a pas de problème. Est-ce que les Américains accueillent bien les Français? Ouais, moi j'ai travaillé dans les entreprises américaines, il y a tout. Je suis dans une entreprise en ce moment, il doit y avoir un Américain dans l'équipe, quoi. Tout le reste, Indien, Coréen, Français, Anglais, Espagnol, Argentin, il y a tout, quoi. Donc, c'est pas, et à un moment donné, c'est plus un problème, ça. C'est juste la compétence qui marque, quoi. Donc, c'est sûr, quand on commence et on sort de l'école,
c'est un peu plus compliqué, mais on a toujours une valeur à apporter à une entreprise. Le tout, c'est d'être sûr de soi et d'avoir son plan à peu près clair dans sa tête, de savoir qu'est-ce que je suis prêt à accepter, qu'est-ce que je suis pas prêt à accepter, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller. Bon, j'aurais jamais pensé au bout de 13 ans d'être encore aux États-Unis. Moi, je pensais que je partais pour 4 ans, 5 ans. Donc la vie, elle change aussi, mais je suis pas arrivée là par hasard, quoi. Et à un moment donné, je me suis mis aussi les moyens pour réussir, pour arriver à cette fin-là. Je pense que c'est ce qu'il faut essayer de se construire dans sa vie, se renseigner bien, parler avec les gens, apprendre tout, comment les visas fonctionnent, et puis après faire son plan dans sa tête et tenter. Il y a toujours une part de chance aussi là-dedans. Plan A, plan B, plan C. Voilà, exactement. Faisable, ça vaut le coup, c'est top. Je regrette rien, mais ouais, faut bosser la chose. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est d'être junior, parce que oui, il y a pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, vu qu'on est jeune, en fait. Ouais. Effectivement, au niveau de l'employabilité, c'est forcément pas la même quand je viens d'être diplômée de Kedge ou quand j'ai 10 ans d'expérience et que je cherche un boulot aux États-Unis. Donc moi, ce que j'ai vu aussi faire, c'est faire un master, MBA, enfin n'importe quoi, enfin je veux dire un cycle supplémentaire, par exemple à UCLA. Qui est une université américaine, qui est bien cotée, qui est connue dans le monde entier. Alors évidemment, il faut se le financer. Mais si on peut le financer, ça permet pendant 1 an ou 2 d'être sur place et surtout de bénéficier d'un visa spécifique aux étudiants étrangers, qui est je crois, OPT, quelque chose comme ça, qui permet de rester 1 an ou 2 après le diplôme. Donc moi, j'en ai connu qui avaient créé des startups qui en fait avaient ce visa d'office parce qu'ils avaient terminé un cycle, un 3e cycle, enfin bref, dans une université américaine, et donc ils pouvaient rester 1 an ou 2 pour créer leur startup. Après, le temps que ça décolle, et ensuite le temps de faire un autre visa pour prendre la relève. Donc c'est une façon aussi de mettre les pieds aux États-Unis, c'est de compléter sa formation avec éventuellement ce type de diplôme. Après, nous, parce que c'est vrai qu'en étant junior, à part tout cumuler les stages 1 an ou 2, on peut pas non plus amener trop. C'est pour ça que le J1, c'est bien, parce que c'est encore un peu dans l'idée du stage, parce que vous serez pas forcément bien payé, mais ça permet de mettre un pied à l'étrier. Mais après, comme on dit, ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Il faut bien se renseigner, trouver les boîtes, discuter avec les gens sur LinkedIn. Moi, j'enseigne même, bon, ça c'est des adultes en reclassement, mais la méthode des rendez-vous informatifs. Et moi, je le fais depuis un long moment. C'est-à-dire, on contacte des personnes, mais on ne se vend pas. On est juste là pour prendre des informations s'ils ont 10 minutes à nous accorder. Et c'est se renseigner sur l'entreprise, voir quelles sont les compétences des personnes qui y sont, quelles compétences ils pourraient rechercher pour faire des CV un peu sur mesure, essayer de coller un peu mieux à leurs attentes pour éventuellement avoir plus de chances de faire une candidature spontanée, mettons, pour un contrat de J1 qui soit un peu plus percutante que juste envoyer un CV ou un résumé et puis attendre qu'ils répondent. Ils ne répondront jamais. Donc, prendre des rendez-vous avec des personnes que vous sélectionnez qui vous donnent juste 10 minutes de leur temps, mais poser 2-3 petites questions intéressantes pour mieux postuler dans leur boîte, ça fonctionne aussi. Et ça permet, vous, en tout cas, de vous positionner différemment. Donc, si on peut juste rebondir sur une petite question concernant les stages avant d'approfondir sur le côté emploi. Donc, il y avait une petite question sur quel est le type de réseau que vous recommanderiez pour postuler? Je pense que LinkedIn est très très présent. Moi, je sais que mon premier job, alors pas aux États-Unis, mais mon premier job, je l'avais eu grâce à LinkedIn. Après, je pense que Bérangère, tu as plus d'insight sur ça, mais ne pas hésiter, comme tu disais, à sélectionner des personnes, regarder leur parcours, regarder les boîtes dans lesquelles elles bossent et les contacter. Alors, pas les contacter en disant bonjour, est-ce que vous recrutez? Parce que ça, généralement, c'est pas la bonne démarche, mais vraiment plus de chercher des infos. Moi, des fois, je fais ça, je contacte des RH sur LinkedIn en disant voilà, j'aimerais bien avoir des infos sur ce que vous faites. C'est pas pour trouver un job, c'est vraiment pour se renseigner et créer ce réseau et donc avoir quelques questions bien précises et bien spécifiques sur ce que vous recherchez et comment vous pouvez arriver à trouver quelque chose. Et toi, Aurore, tu contactes des RH parce que tu es dans les RH. Voilà. Mais si quelqu'un est dans le marketing, il faut contacter des personnes du département marketing.
Et pas forcément les ressources humaines, parce que pour le coup, ils vont vous dire d'envoyer un CV. Sauf si vous travaillez comme Aurore dans les ressources humaines et que vous voulez discuter avec des personnes des ressources humaines. Mais moi, je sais que ces démarches de rendez-vous informatifs qui permettent, mine de rien, de créer un petit réseau aussi, et puis d'avoir plein d'informations hyper intéressantes sur des entreprises, sur des marchés. On peut le faire via LinkedIn principalement, c'est le plus simple. On a accès à toutes les personnes. Avec un abonnement premium, on peut envoyer des emails. Et sans effectivement se vendre en disant qu'on recherche absolument un stage, est-ce que vous prenez un stage, plutôt de venir à la pêche aux informations, d'essayer de faire une candidature intelligente, ça marche toujours plus. Après, il existe des sociétés que vous payez et qui vous aident à trouver un stage. Bon, alors, on n'adhère pas. Maintenant, il en existe. Donc, Intern Abroad ou ce genre de choses, vous cherchez sur Internet, sur Google, vous trouverez, il y a des sociétés qui se sont créées pour aider les jeunes à trouver des stages. Ça ne veut pas dire que vous serez bien payé, ça ne veut pas dire que c'est la mission de l'année, ça ne veut pas dire que ça sera dans la ville que vous souhaitez, et en plus c'est payant, bon, mais voilà, ça existe quand même, il faut le savoir. J'en ai pas spécialement recommandé parce que j'ai pas d'écho ni positif ni négatif. Moi, je voulais pas le faire parce que déjà, je cherchais pas un stage à l'époque, je cherchais un job. Mais bon, en même temps, moi, j'ai trouvé un job à la base, donc je n'y suis pas allée, mais le job que j'avais trouvé en Silicon Valley, finalement, ils le créaient pour moi. C'est-à-dire que je les avais contactés en rendez-vous informatif. Donc, en gros, j'avais proposé qu'on discute parce que c'était une boîte française basée en Silicon Valley, que ça m'intéressait, leur domaine et tout ça. Et de fil en aiguille, je discutais. Donc, je contactais le CEO. Donc, on a discuté. Puis, au bout d'un mois ou deux, il m'a dit, mais en fait, on n'a personne au marketing. Ça serait intéressant. Faites-nous une proposition. Comment vous procéderiez pour mettre en place une stratégie marketing chez nous? Je ne vous dis pas de la faire, mais de nous montrer les étapes. C'est comme ça que de fil en aiguille, finalement, quand j'ai reçu cette confirmation qu'ils voulaient m'embaucher, c'était pour créer un poste finalement. Parce qu'on avait échangé, on avait construit cette relation. Bon, j'avais certes 10 ans d'expérience, mais ils ont vu que j'étais motivée, que l'échange se passait bien entre nous aussi. Donc, quand on est jeune, on peut aussi amener des idées, on peut proposer peut-être des services, ou on peut peut-être montrer qu'on peut être utile, je ne sais pas. Moi, je dirais de ne pas sous-estimer quand même les sites internet directs des entreprises, en fait. Parce qu'ils postent, toutes les entreprises grandes postent leur stage sur leur site internet. Donc, moi, chez ma boîte, c'est comme ça qu'ils font. Après, ça va se retrouver sur LinkedIn, mais par exemple, je recrutais, moi, à un moment donné, je trouvais jamais le poste sur LinkedIn. Je me dis, mais qu'est-ce que vous faites vous faites là? Il est où le poste? Si, il est là. Quand on cherche pendant 1 heure, on finit par le trouver, mais c'est n'importe quoi. Donc, faut pas sous-estimer d'aller directement. Alors, généralement, c'est le nom de l'entreprise .career.com. Et on va trouver les postes et les stages, ça inclut. Donc, il faut pas sous-estimer ça aussi. Alors, ça va au RH, donc généralement, ils font leur sélection. C'est pas toujours ceux qui s'y connaissent le mieux. Mais bon, faut pas sous-estimer non plus. C'est direct au poste en lui-même. Et après, il faut un peu de chance. Mais comme je dis toujours, il en faut de la chance. Je dirais à propos des contrats de travail, je vois la question. Il n'y a pas tellement, je crois pas tellement qu'il y ait de CDD, CDI, ces machins. Il y a le employé où on a les bénéfices. Donc c'est ce que moi, à un moment donné, j'ai cru comprendre quand je suis allée à mon premier entretien. On m'avait dit, oui, alors c'est pas un job employé. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un job employé? Ça veut dire que vous n'avez aucun bénéfice. Moi, j'ai fait, alors là, non, merci. Alors un peu naïf peut-être, mais j'ai dit non merci quoi. C'est une grosse boîte connue et tout, mais donc en gros ils prennent ce qu'ils appellent contractor. Donc, on est payé plus ou moins à l'heure, effectivement, avec aucun bénéfice. Donc, on doit se faire ses propres bénéfices. On doit cotiser aux frais de santé, cotiser soi-même à la retraite, cotiser soi-même aux vacances, etc., etc. Ils nous payent que quand, effectivement, l'entreprise elle est on. Donc, si elle est jour férié, tout ça, on ne paye pas. Donc, j'en ai dans mon équipe. Donc, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Ceci dit, maintenant, ça peut être un moyen aussi de rentrer après employé. Alors, il y en a qui font que ça, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils ont la flexibilité de travailler, pas travailler quand ils veulent. Et après, il y a ceux qui ne veulent pas parce qu'ils préfèrent avoir les bénéfices. Mais il y a des entreprises qui sont... C'est un peu comme l'intérim, si on veut. C'est pas exactement le même concept, mais c'est un peu ça. Donc après, il y a des entreprises. Moi, dans les achats, par exemple, il y en a qui sont spécialisés là-dedans.
Donc, ça peut être intéressant d'avoir leur point de vue aussi, de savoir, ils ont toujours besoin de gens, je reçois tout le temps, enfin, comme quoi ils ne regardent pas mon CV, mais je reçois toujours des trucs, tiens, on cherche quelqu'un pour 6 mois, pour faire ci, faire ça. Donc, c'est ce genre de boîte qu'on peut, si vous avez déjà fait votre travail de mon visa, je m'en occupe, je peux avoir tel visa, etc. Et il vous faut juste peut-être le poste, peut-être ces entreprises aussi qui cherchent des postes pour 6 mois, justement, pour couvrir des gens qui partent en congé mat, des gens qui, voilà, ils ont une surcharge de travail pour un projet, ils ont besoin de quelqu'un. Ça peut être une option aussi à regarder. Mais du coup, Stéphanie, j'en profite. Vous parliez de recrutement. Donc, tout à l'heure, quelqu'un a demandé si vous embauchiez après un master en achat. Alors, moi, mon entreprise ne prend que des masters des universités américaines de Los Angeles. Voilà. Ils ne s'embêtent pas, c'est juste là dans le backyard. Donc, il y en a plein à Los Angeles, des universités. Ça croule. Donc, pas trop dur. Donc, je dirais que dans notre équipe, il y en a au moins 3 ou 4 qui ont commencé comme ça, ouais. Qui sont rentrés, ils ont fait un master. Et donc, encore, il y en a il y a une Russe, il y a un Indien. Non, il y avait 2 Indiens, une Russe. Je crois qu'elle est américaine, mais elle avait fait un master aussi, elle est rentrée comme ça. Donc, ils recrutent comme ça. Et ils ont des partenariats avec les écoles. Donc, les écoles fournissent. Et donc, ils recrutent et après, ils gardent, généralement. Et généralement, ils font la carte verte ou le visa. Ils s'en occupent. Quand ils sont très contents, on garde les gens. Mais c'est, oui, UCLA, USC, Northridge, MIT même. J'ai eu quelqu'un dans mon équipe qui a fait MIT. On apprend beaucoup, c'est bien. Donc, ouais, c'est faisable. Mais je recommande cette voie-là. Mais du coup, il y a aussi Nadia qui vient de poser la question. Toujours Stéphanie, vu que vous êtes dans le domaine des achats, si je ne me trompe pas. Le salaire d'un acheteur débutant à LA environ, il est à combien? Une fourchette de prix. Alors là, c'est une bonne question. Débutant, je dirais que c'est ce qu'on va appeler un specialist. J'en sais rien, peut-être 30K peut-être 30-40, ouais, c'est bas. Hein. Maintenant, ceux qui en parlent avec ma chef récemment, ceux qui commencent avec le master et tout ça, peut-être qu'on les met un peu trop haut pour le coup. C'est-à-dire que ils n'ont pas forcément l'expérience et on commence à les mettre sur des postes un peu trop élevés, donc bien payés forcément. Et ils n'ont pas forcément le niveau attendu, quoi. Donc c'est marrant, il y a un peu de tout. Faut savoir que dans les achats, en fait, aux États-Unis, c'est pas, enfin, je sais pas si c'est comme ça en France maintenant. Ça fait trop longtemps que je suis partie, en fait. Faudrait que je me reconnecte, Bérangère, que je fasse comme toi, je fasse 6 mois. Il y a sourcing, global sourcing, category management. Donc ça, c'est plutôt à haut niveau stratégie, en fait. Et après, il y a tout ce qui est niveau procurement. Et pour moi, que je mets pas l'un moins bien que l'autre, machin, c'est différent, en fait. C'est-à-dire que procurement, ça va plus être le côté process et le côté je fais juste un appel d'offres, je fais les PO, je m'occupe du système SAP Ariba pour avoir des data, etc. et puis avoir le flow de PO et tout. Alors, donc c'est un peu comme ça que c'est séparé, en fait. Il y a de plus en plus procurement one side, qui est le côté tactique, opérationnel. Et après, il y a le côté sourcing, qui est plus le côté stratégie, en fait. Ce qui était moins le cas quand je suis arrivée il y a 10 ans. C'était un peu mixte, c'était un peu mélangé tout ça. Maintenant, il commence à y avoir de plus en plus une séparation des deux, avec différentes équipes, différents profils. Tout le monde ne peut pas faire sourcing et tout le monde ne peut pas faire procurement. C'est deux mindsets. Hein. Donc après, les salaires, les fourchettes de salaire aussi, elles vont varier. D'accord.
Et est-ce qu'il y a des opportunités? Je suis désolée, je veux pas que ce soit déprimant, je veux que ce soit réaliste. Encore une fois, on y est, on a réussi, on l'a fait, on y reste. Mais il faut juste pas rêver, quoi. C'est les États-Unis. Mais ça se fait. Il faut être courageux. Tout est comme ça. Il y a quelqu'un qui demandait combien d'heures. Moi, je travaille à peu près 50 à 58 heures par semaine. C'est bien, tu comptes, c'est bien. J'ai dû compter à un moment donné, ouais. Parce qu'on nous disait, il faut moins travailler. Je dis, mais non, je veux bien, mais je peux pas. Si je suis avec le Japon ou Hong Kong le soir et que je suis avec Londres le matin, mes journées, c'est ça. Et puis, si je suis en réunion toute la journée et qu'on me demande de faire des choses, de temps en temps, il faut que je travaille le week-end. Donc, ça, voilà. Mais c'est... encore une fois, la question, c'est est-ce que je rentre en France, machin et tout? Bah non. Malgré tout, non. Alors, je sais pas, on est peut-être un peu flagellés, hein, mais... Alors, je sais pas qui... Des fois, j'ai des copains comme ça qui disent « Oh, mais aux États-Unis, c'est connu, vous travaillez pas des masses. » Alors, je sais pas, hein, j'ai fait 4 ou 5 entreprises encore en 13 ans. J'ai encore pas trouvé la perle rare de l'entreprise qui fait du 9h-5h. Est-ce que c'est lié au salaire? Je ne sais pas. Mais encore une fois, faut pas pleurer. C'est pas déprimant. C'est faisable. On a réussi. On n'est pas les seuls. Right? On est combien sur le réseau à être aux États-Unis? C'est juste un plan d'attaque. La guerre. Il y a aussi une partie de résilience, c'est-à-dire qu'il ne faut rien lâcher, même si on a l'impression que ce n'est pas gagné au début, quoi. Être junior, c'est toujours compliqué parce que finalement, qu'est-ce que je vais revendre? Moi, sachant que je suis junior, qu'en plus, je ne parle pas super méga bien anglais, que j'ai forcément mon accent français, que je vais arriver avec un visa qui ne sera pas une carte verte. Donc, il y a quand même pas mal de... Enfin, on a pas mal quand même de freins au début. Donc, c'est pour ça que c'est bien, encore une fois, de créer son réseau. Parce que finalement, on vous prendra plus si on vous connaît, si on a discuté avec vous, que pas. Donc, la réussite quand on est junior tient dans le fait qu'on puisse, si on ne l'a pas, se créer son réseau. Et puis sinon, préparer sa stratégie, son plan d'attaque, comme dit Stéphanie, et bosser quelques années avant pour ensuite avoir un peu plus de choses à revendre. Voilà, et avoir une stratégie un peu plus long terme. C'est possible aussi. Mais là où je la rejoins, c'est la rien lâcher. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, mais il faut rien lâcher. Moi, quand je suis donc arrivée aux US, pensant trouver facilement un job, hein, j'avais 10 ans d'expérience, je travaillais pour Saatchi, c'est très prestigieux, c'est le groupe Publicis. J'étais reçue à l'agence Saatchi à Los Angeles. Qui évidemment m'a étudié mon résumé, était ravie de me rencontrer et finalement me proposait qu'un tout petit truc à faire qui était tellement moins intéressant que ce que je savais faire. Parce que dans des questions, il y avait est-ce que ce qu'on a fait avant compte? Pas vraiment. Tant qu'on n'a pas fait ses preuves sur le territoire américain, c'est un peu comme si on repartait à zéro. Enfin, je ne sais pas pour Stéphanie ou pour Aurore, mais moi, ce que j'ai vu, surtout au marketing, où je ne suis pas arrivée en faisant trop ma maline parce que c'est le pays quand même qui a inventé le marketing. Donc, finalement, ce qu'on a fait avant ne compte pas autant que ce qu'on va faire sur place. Donc, on a beau avoir les meilleurs diplômes, oui, certains sont reconnus, effectivement, parce qu'ils savent que c'est un master, ok, parfait. Mais après, derrière, dans les détails, ils ne sauront pas. Donc, c'est important d'être humble et de rien lâcher. Voilà. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai passé plein d'entretiens. Soit ça ne me motivait pas ou ça me donnait pas envie. Alors, à titre de comparaison, hein, j'étais payée à l'époque 43 000 € bruts pour être chef de groupe avec 8 ans d'expérience dans la même agence. Et là, on me payait 90 000 $ pour faire un boulot que je savais faire déjà depuis 5 ans. Mais 90 000 $, quand bien même, j'étais pas prise, quoi. Donc, j'avais pourtant un visa investisseur de 5 ans. Mais c'était pas une carte verte. Et puis, j'avais ma culture française, j'avais pas la culture américaine. Et puis, j'avais mon accent français. Donc, tout ça faisait que ça ne matchait pas. C'est pour ça que j'ai créé ma boîte. Parce que la société de Silicon Valley qui voulait m'embaucher à la base, qui étaient donc des Français, et avec qui ça s'était bien passé, je leur ai dit, écoutez, justement, je viens pas sur San Francisco, je suis sur LA, mais on peut être, ce que disait tout à l'heure Stéphanie, indépendant contracteur. Donc, je peux bosser pour vous en freelance. Mais ça voulait dire je pouvais le faire. Pourquoi? Parce que
mon ex-mari avait ce visa E2 pour lequel on était partis tous les deux. Moi, j'avais une autorisation de travail que j'avais obtenue auprès de l'administration américaine et donc j'avais le droit de bosser, de créer ma boîte, de faire ce que je voulais pendant 5 ans. Donc, j'ai pu le faire grâce à ça quand même. Par contre, ça a été première année de 3 000 euros, 3 000 $ de chiffre d'affaires. Deuxième année, 10 000 $ de chiffre d'affaires. Troisième année, 40 000 $ de chiffre d'affaires. Cinquième année ou quatrième année, je ne sais plus, 110 000 $ de chiffre d'affaires. Et puis après, ça a monté, ça a monté. Mais j'ai dû le faire toute seule. Et rien n'est acquis. Voilà. Donc au début, c'était des clients comme celui-là, donc français, basé aux US. Puis un premier client 100% américain. Et puis un premier client un peu gros. Puis un premier client français qui vient aux US, etc. Enfin, après, on grossit. Mais ça a pris des années et j'ai jamais autant bossé. Et à la fois, j'en suis fière. Mais d'un autre côté, ça m'a aussi beaucoup coûté au niveau perso. Donc, on n'a rien changé, entre guillemets. Voilà. C'est bien, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une stratégie. Moi, aujourd'hui, j'ai réalisé qu'après 5 ans en full-time là-bas, j'étais contente d'être un peu en France et un peu là-bas, d'avoir le meilleur des deux mondes, pour pas être trop loin de ma famille, pour plein de raisons. Et donc, j'ai établi mon business à cheval sur les deux. Mais ça a été aussi le fruit d'une stratégie personnelle. Pendant 1 an, en 2017-2018, j'ai voyagé, j'ai fait un tour du monde pendant 1 an. Pour que les clients américains n'aient pas l'impression que j'étais partie, mais que j'étais partout et nulle part à la fois. Donc, un coup, j'étais à Amsterdam sur un bateau, j'assistais à une conférence et je bossais en même temps à distance. Un coup, j'étais à Hong Kong, à Shenzhen. Un coup, j'étais en Finlande, à Helsinki, dans une super conférence slush. Je n'arrêtais pas de bouger pendant 1 an. J'ai pris 36 fois l'avion. J'ai fait l'équivalent de 2 fois et demi le tour du monde en kilomètres. Pas du tout écolo. Mais ça a permis que les clients se disent, OK, elle est partout, peu importe son équipe, elle est remote. Moi, je suis en télétravail depuis 2013. Je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de salarié direct, c'est des indépendants contracteurs. J'ai 10 personnes dans mon équipe et ça fait plus de 10 ans parfois qu'on bosse depuis qu'on bosse ensemble. Donc, c'est un modèle différent, mais que j'ai mûri petit à petit. Il n'y a pas de voie spécifique, qu'on choisisse le salariat ou l'entrepreneuriat. Mais il faut juste avoir une stratégie que l'on affine au fur et à mesure des échanges, des expériences, des personnes comme nous avec qui vous pouvez discuter, qui peuvent vous conseiller. Le réseau, ça sert à ça. Hein. Voilà. Donc, il faut changer. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école de commerce, ou même peut-être même avant quand j'étais en prépa, je me disais tout sauf rester au même endroit et avoir un bureau à moi. Moi, je travaille de la maison. Et je suis coincée à la maison et je travaille pour la même boîte. Les choses, elles changent aussi, c'est sûr. La vie, c'est ce que c'est, mais il faut, il faut que vous réfléchissiez à vraiment ce que vous voulez et mettre vos chances de votre côté en fonction de ce que vous voulez. Vous voulez venir maintenant parce que c'est maintenant et ça. Ok, mais il faut accepter d'être junior, il faut essayer de trouver le truc que vous apportez et aucune petite expérience n'est trop petite à partir du moment où vous avez la chance de tomber sur celui qui cherche exactement celle-là. Donc, il faut... moi, je pense que j'ai eu la chance de tomber à un moment donné mon CV est tombé dans les mains de quelqu'un qui cherchait quelqu'un qui s'y connaissait sur SAP, qui avait plus ou moins travaillé sur la mise en place des SAP. Voilà, et c'était tout. Alors que c'était pas vraiment ce que je vendais. Hein, c'était une ligne dans mon CV. Hein, mais et voilà. Et ça, c'est le truc qui m'a fait être embauchée la première fois, quoi. Et alors, mon anglais était pitoyable. Hein. Pourquoi elle m'a pris? C'était une américaine pure souche. Ça restera un mystère pour moi, mais c'est une super amie maintenant, on est toujours en contact au bout de 13 ans et je lui dois ce premier job quoi, où elle m'a fait confiance. Il y a une part de chance, on ne saura jamais vraiment pourquoi le truc est utile. Donc même quand vous êtes junior, vraiment faites le point sur qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez apporté, qu'est-ce que vous avez appris, parce que c'est peut-être ce point-là sur un CV d'une page qui va, ou même si c'est qu'une demi-page d'expérience, c'est ce truc-là qui va faire tilt, quoi. Il faut pas sous-estimer ça. Donc, on a parlé employabilité, mais on n'est pas vraiment allé dans les détails quand ça concernait les entretiens d'embauche. Donc, il y a eu pas mal de questions sur les entretiens d'embauche. Est-ce qu'ils étaient différents aux US et en France? Et si oui, quelles étaient les différences? Voilà, on a Aurore avec nous. Hein. Oui. Écoutez, moi, je ne vois pas de grosses différences de ce que j'ai pu avoir. Alors, j'ai quasiment pas travaillé en France au final. Moi, j'ai travaillé au Luxembourg et aux États-Unis.
écoutez, être préparé, voilà, c'est la base de la base, mais vous seriez surpris le nombre de candidats que j'ai qui se préparent pas pour leurs entretiens. C'est absolument incroyable. Le premier point avant de faire les entretiens, c'est comme a dit Bérangère, préparer votre résumé. Ça, c'est vraiment, vraiment très important d'avoir le résumé qui est au format américain. Aussi d'indiquer, alors généralement, c'est bien d'indiquer le visa que l'on a ou voilà le besoin de sponsorship. Je sais pas si vous avez besoin de sponsorship, c'est peut-être pas nécessaire de le marquer tout de suite, mais d'en parler assez rapidement. Et ensuite, les entretiens, c'est similaire à ce qu'on peut avoir, je pense, en France, aux États-Unis. Donc, parler de ses expériences, être bien concis, d'avoir voilà, ces achievements, j'ai perdu mon mot, qui sont précis. Et donc, ça, c'est pour moi assez similaire à la France, ouais. Donc, si vous avez rien à ajouter, on a une dernière petite question concernant les visas. Donc, pour le visa L1, travailler 1 an en France comprend les stages et les CDD ou non? Alors non, je crois pas. Hein. Il faut travailler 1 an dans une entreprise et je pense être en CDI. Moi, j'ai une amie par exemple qui était chez L'Oréal en France. Elle a pu faire son L1 et partir chez L'Oréal à côté de Newport, à Los Angeles. Une amie aussi qui était aux Pays-Bas et qui a une entreprise qui est présente à Los Angeles. Mais non, ça faut être présent en CDI pendant minimum 1 an pour pouvoir ensuite être envoyé aux États-Unis ou à Los Angeles. Alors là, il y a des questions sur les visas. Ouais, en fait, bon, l'idée, c'est il faut trouver une opportunité de job ou de stage en s'étant pré-renseigné sur le visa auquel on peut être éligible, mais il faut déjà trouver son sponsor, comme on l'appelle, avant de faire un dossier de visa. On ne peut pas faire un dossier de visa tout seul si on n'a pas trouvé de mission, en fait. Mais toutes les informations sont sur Internet. Ce n'est pas forcément simple pour s'y repérer. Et là, on vous a dit un peu les grandes lignes. Le J1, le VIE, le L1, si vous êtes embauché en France et qu'on vous envoie à l'étranger. Mais il y a aussi le H1B, enfin, il y a plein de trucs. Alors, le mieux pour ça, c'est déjà se renseigner et ensuite trouver la mission, la société, en discuter avec eux. Et après, faire les démarches de visa. Le truc, c'est que parfois, les délais sont un peu longs en ce moment, vu que tout avait été bloqué, on va dire. Donc, les délais d'entretien à l'ambassade, c'est compliqué. Donc, en fait, en général, comment ça se passe? Une fois qu'on s'est renseigné, on trouve sa mission, alors son stage, son job, peu importe. Ensuite, on fait la démarche. Donc, en général, ce sont des papiers à remplir. Pour ça, je conseille fortement de se faire accompagner d'un avocat immigration. Alors, les avocats immigration, il y en a plein, hein, des Français basés aux États-Unis ou qui sont basés en France. Mais l'idéal, c'est de vous en faire recommander un qui est spécialisé dans votre type de visa. Parce que les avocats d'immigration disent « Ah oui, nous, on fait tout ». Ah, c'est pas toujours vrai. Certains sont meilleurs sur les cartes vertes, d'autres sont meilleurs sur les J1. Donc, il faut se renseigner. Moi, j'ai préféré me faire accompagner pour mon nouveau visa B1, B2 qui est valable 10 ans. Parce que j'ai préféré payer 1 500 $ une avocate immigration juste pour la sécurité d'esprit et pour me dire que si j'avais un problème un jour à la douane, je pourrais l'appeler. Alors qu'en fait, je pouvais faire les démarches toute seule sur Internet. Ça me coûtait 300 € ou 300 $ de frais. Mais j'ai voulu payer quelqu'un pour avoir tous les conseils possibles et pas me tromper, mettre en place la bonne stratégie parce qu'il y avait quand même 10 ans de visa qui étaient en jeu et donc le business aussi. Donc, se faire accompagner, c'est aussi il faut y penser. Donc, je cherche mes infos, je trouve ma mission, j'en parle avec l'entreprise, je fais des démarches. Et une fois que le dossier a été envoyé et accepté, on a toujours un entretien à l'ambassade des États-Unis avec des dernières questions de vérification pour ensuite vous donner le feu vert définitif. Et là-dessus, vous envoyez votre passeport, on vous colle le visa dedans et c'est parti. Et tout ça prend du temps. Donc, on en revient à ce que disait Stéphanie au début, c'est quand même... c'est toute une stratégie. On ne peut pas faire ça en claquant des doigts. Voilà. Alors, il y en a un dont on n'a pas parlé, où on a rencontré des gens qui l'ont eu. Il ne faut pas la sous-estimer. Moi, je ne l'ai jamais eu. Mais la loterie. C'est vrai. Donc, la loterie, c'est super simple. Il y a un site internet. Alors, n'allez pas sur les payants. Il y a un site internet de l'immigration américaine où vous postulez pour la carte verte avec la loterie.
c'est en fonction de votre pays de naissance. Donc moi, je suis née au Maroc, par exemple. Donc je pouvais le faire, soit la France, soit le Maroc, sachant que généralement, il y a, voilà, ma probabilité en choisissant le Maroc était un peu plus grande. J'avais fait ça une année. Je n'ai pas eu non plus, mais enfin bon, j'ai rencontré des gens qui l'ont eu. Et j'en rencontré plein. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Faites-le tous les ans, d'office. Mettez-vous sur le site internet de la loterie et vous pouvez très bien, par un coup de chance, encore une fois, je dis toujours qu'il y a de la chance, avoir la carte verte par la loterie. Et je suis dégoûtée quand je vois des personnes qui, au bout de 5 ans, peuvent prétendre à la nationalité américaine. Comment ça fait 13 ans mais 13 ans de carte verte, peu importe comment ils l'ont eu. J'ai posté le lien dans le chat parce qu'il y a plein d'arnaques sur le sujet. Ouais. En fait, il y a plein de sociétés qui se sont créées pour vous faire payer pour participer à la loterie, alors qu'en fait, c'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est vraiment pas à négliger parce qu'on en connaît beaucoup autour de nous qui ont eu en fait la green card via la loterie. Bon, après, il faut se dire que si vous avez la green card, ça veut dire que vous devez passer une grande partie de l'année aux États-Unis toute votre vie. Et oui. Voilà. Il ne faut pas la perdre. Voilà. Vous allez payer vos impôts là-bas et en France éventuellement. Bon, enfin, il y a quand même tout un engagement derrière. Mais si vraiment c'est le rêve de votre vie, il y a quand même des chances d'y participer. Voilà. Mais les inscriptions se font à un moment dans l'année et c'est pas en ce moment. Là, en ce moment, c'est la période où les gens peuvent rentrer leur numéro et vérifier qu'ils l'ont eu ou pas. Et après, je ne sais plus quand c'est. Franchement, je ne sais plus. Je crois qu'il y a un message qui dit que c'est en novembre, apparemment. Voilà. Bon, ben, voilà. À faire. Mettez-vous un rappel dans votre calendrier. Oui, c'est vrai que quand je rencontre ces gens-là, j'en ai rencontré peut-être 2-3. Je suis surprise à chaque fois parce que j'ai l'impression que c'est impossible, mais non, il y a des personnes qui arrivent à l'avoir. Ouais. Ouais. Moi, j'en connaissais plein à New York, j'en connais encore ici. Et tous, après, choisissent des voies différentes parce qu'ils ont la carte verte, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, certains investissent et créent leur entreprise. D'autres sont employés dans une entreprise. D'autres sont plus contracteurs parce qu'ils veulent garder le côté libre. On peut faire ce qu'on veut une fois qu'on l'a. Donc, pas obligé. Il n'y a pas cette histoire de c'est tel visa, tel machin. Moi, je trouve que c'est vrai qu'on a été chanceuse, Bérangère, je pense, aussi. C'est que c'est plus ou moins le conjoint qui avait la contrainte du visa, qui ne pouvait pas changer nécessairement de boulot. Nous, on avait toujours le permis de travail qui nous permettait de changer, tout ça. C'était quand même plutôt classe. Donc, bon, pas facile à avoir. Mais encore une fois, ne pas se démoraliser, c'est faisable. On est toutes là pour le dire. Donc, juste préparez-vous, réfléchissez bien à ce que vous voulez. C'est loin. Los Angeles aussi, de la famille, il faut le savoir. Bérangère, elle a réussi à faire ce que beaucoup de Français s'imaginent faire à un moment donné, c'est vivre entre les deux. Et puis à un moment donné, il faut faire des choix. Moi, j'ai un fils, je peux pas comme ça le changer. Il est plus américain maintenant que français. Mais voilà, ouais, c'est pas tout près. Mais ça vaut le coup. C'est une belle ville. Les gens sont sympas. C'est faisable. Et il y avait une question, je crois, concernant la communauté française à LA. Elle est très, très présente. Alors, j'ai quelques amis français. J'essaye de pas rester qu'entre amis français non plus. Mais c'est vrai que ça aide des fois. Alors, moi, notamment, au début, en fait, quand on est arrivé avec mon mari, on a eu la chance d'avoir un groupe qui était déjà présent et qui a pu répondre aux milliers de questions qu'on avait parce que mine de rien, quand on passe d'un job en Europe à vivre aux États-Unis, il y a tellement de choses tellement de nouvelles choses, tellement de questions et donc c'est vrai que ça aide d'avoir cette présence des amis français ou de faire des connaissances. Je vois des messages tous les jours sur le groupe de Facebook Frenchy LA qui est dispo pour aller boire un verre. Voilà, les gens se rencontrent comme ça et se créent des groupes d'amis, de connaissances et vont faire des choses ensemble. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup à tenir. Il y avait une question sur l'expertise comptable. Ah, pardon. Non, vas-y. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur l'expertise comptable. Moi, j'y connais rien sur l'expertise comptable. Tout ce que je peux dire, c'est que l'expertise comptable, il faut être CPA, je ne sais pas quoi. Enfin, il faut passer des examens pour pouvoir exercer aux États-Unis. C'est comme les licences d'agent immobilier, il faut avoir la licence d'agent immobilier de Californie pour faire exercer en Californie. Enfin, donc l'expertise comptable, il y a des espèces de certifications, de diplômes à avoir spécifiques aux États-Unis. Ouais.
par État, attention. Donc, si vous l'avez à New York, ça marche pas à LA. Donc, il faut après refaire celui de la Californie. Mais pareil. Mais ça, c'est dans beaucoup de choses. Oui, real estate, c'est le cas dans la santé. Moi, j'ai une copine de New York, par exemple, qui était kiné en France, qui a suivi son mari aussi à New York. Elle a fait kiné dans l'État de New York. Son mari est envoyé en Floride. Elle a dû le faire aussi en Floride. Elle l'a fait. Maintenant, elle est entre les trois destinations. Donc, tout ça est faisable aussi. C'est beaucoup de temps, c'est du travail, mais tout est faisable. Même ça, où on pourrait dire dans le système santé, c'est pas possible. Quand on est français, on peut pas. Ben si, on peut. On peut. Encore une fois. C'est du travail, c'est de commitment de le faire, mais c'est faisable. Et elle a fait de l'équivalence. Donc, elle a dû montrer que certains trucs français étaient équivalents à New York. Et puis, les choses qu'elle ne pouvait pas prouver qui étaient équivalentes, elle a étudié et fait repasser l'examen local. Et après, pareil en Floride. Mais elle l'a fait et elle n'a pas non plus 60 ans. Donc, c'est tout ça, encore donner de l'espoir. C'est faisable. Et encore une fois, toutes ces questions qui sont très spécifiques à des domaines, il faut trouver des personnes avec qui vous pouvez en discuter. Qui ont déjà franchi le pas, des experts comptables qui sont déjà partis aux États-Unis en fait, et qui sont français, avec qui vous pouvez demander bien 10 minutes en vidéoconf pour vous parler un petit peu de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont dû passer comme diplôme, de ce qu'ils ont fait, peu importe. Ouais. Et en plus, je pense que celui-là, on peut même le préparer de la France, hein, donc ouais, je crois. Ouais, donc c'est vraiment des choses faisables. On voit les avocats, hein, il y a plein d'avocats qui sont au barreau des deux, au barreau de LA, au barreau de Paris, il y en a plein dans tous les domaines. Faisable. Et oui, on peut revenir en France à la retraite. On doit juste payer ses impôts aux États-Unis toujours. Donc ça fait 2 pays taxés. Donc c'est un peu, voilà, quand j'ai pris la nationalité américaine, il a fallu que je me pose la question, est-ce que je suis prête à ça? Mais oui, parce que moi, ça simplifie ma vie familiale, mais aussi. Mais voilà, il faut savoir qu'il faudra payer ses impôts aux États-Unis pour la vie. Et dire que oui, je promets que je défendrai les États-Unis plus que la France au cas où ils décideraient de se battre. C'est une autre histoire, mais tout est faisable. Je me permets juste de vous couper parce qu'on arrive bientôt à la fin de la conférence. Donc, j'aimerais juste poser donc une dernière question à Aurore. Tout à l'heure, on parlait de la qualité de vie et globalement, voilà, tout ça. Quelqu'un avait posé la question, qu'est-ce que vous entendiez par « les métros ne sont pas rassurants à prendre » Et puis, aussi parler, pourquoi pas, des temps de trajet qu'il y a parfois entre la maison et le travail, puisque vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de transport en commun. Donc, on y voiture et puis tout ça un petit peu développer rapidement et ensuite on passera à la conclusion. D'accord. Bon, alors, c'est un point intéressant pour terminer cette conférence. Un autre point sur la réalité de la vie à LA et aux États-Unis pardon, en général. Il faut savoir qu'il y a énormément de sans-abri. Je pense que LA et San Francisco, on a un nombre de sans-abri qui est croissant, qui s'est empiré avec le Covid. Donc, quand vous prenez les transports en commun, la réalité, c'est que vous êtes entouré de sans-abri. Et malheureusement, beaucoup de ces personnes sont un peu sous emprise de la drogue, hein, c'est la vérité. Donc, moi, en tant que femme, fille, des fois toute seule à prendre les transports en commun, à vous dire vraiment honnêtement, je me sens pas rassurée. Voilà, c'est vraiment beaucoup de situations qui sont assez stressantes. Donc, c'est ce que j'entendais par dire c'est pas rassurant de prendre le métro. Pareil pour le bus. Donc, voilà, c'est la question. Le vélo, c'est sympa. Après, le vélo, il faut être en forme hein, si vous êtes suivant les temps de trajet que vous avez. Et alors, la deuxième question, c'était les temps de trajet en général. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que moi, je travaille depuis la maison, donc en semaine, je ne peux pas vraiment parler. Ça s'est un peu amélioré quand même avec Covid. Ça s'est un peu amélioré. Ouais. Mais il
Il y a des fois des trajets, si vous voulez, vous voyez la différence quand vous faites des trajets sur les heures de pointe versus en fin de journée, enfin limite dans la nuit. Il y a des trajets que tu peux faire, moi quand je vais à downtown de chez moi, sans trafic c'est 12 minutes peut-être, avec du trafic ça peut prendre 45 minutes. Donc, il peut y avoir des trains de trajet qui sont doublés, triplés, aller voir des amis sur la côte ouest à Santa Monica, ça va me prendre 1 heure. Donc, les trajets, 1 heure de trajet, c'est ce qu'avant je pouvais faire en 10 minutes qui était normal. Maintenant, 1 heure, c'est limite normal pour aller voir des amis, quoi. D'accord, donc merci pour les réponses. Malheureusement, donc le temps passe beaucoup trop vite. Donc, je vous propose à toutes les trois de mettre, si vous le voulez bien, vos contacts LinkedIn dans la conversation. Comme ça, pour toutes les questions auxquelles vous n'avez pas pu répondre à cause du temps, ils pourront éventuellement venir vous contacter. Et puis, moi, je vais repasser la main à Morgane. Hello, hello. Écoutez, merci à tous de votre présence ce soir. J'espère qu'on a répondu à la plupart des questions. Effectivement, bon, Los Angeles, c'est quand même une ville très attirante et je comprends que vous ayez encore beaucoup de questions. Donc, je suis navrée qu'on n'ait pas eu tout le temps d'y répondre. Mais voilà, moi, je vous invite, si vous avez des questions, à revenir vers Bérangère, Aurore et Stéphanie. Et puis, n'hésitez pas à aller sur l'annuaire de l'école. Comme elles l'ont précisé, en fonction des domaines, ça peut être intéressant de discuter avec des gens qui sont vraiment dans le secteur, dans le domaine et qui vivent à Los Angeles. Donc, n'hésitez pas à les contacter. On a un annuaire sur le site qui est vraiment complet à ce niveau-là. Et puis voilà, je pense que le rêve américain, il demande beaucoup de travail, mais qu'il existe encore. Donc je vous souhaite à tous de pouvoir y accéder si c'est ce que vous désirez. En tout cas, merci à tous d'être là et merci Stéphanie, Bérangère, Aurore et Camille pour cette visioconférence. Merci à tous. Avec plaisir. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée à Los Angeles et une bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bon courage. Bye. Au revoir. Au revoir.